cooling de son infrastructure. Très bien. Après, donc, quand j'ai fait ça, j'ai regardé, j'ai fait une autre analyse. Je suis allé chercher les deux conférences dans lesquelles je publie d'une manière régulière et que je connais très très bien, pour voir quels sont les topics de ces conférences. La première conférence, c'est la conférence d'AWAC. Donc, c'est une conférence qui a été créée en 1998. Et moi, quand j'ai regardé un peu les statistiques, je suis le top 2 contributeur. C'est-à-dire, j'ai publié, parmi les publiants de cette conférence, je suis le deuxième. Donc, je connais très très bien cette conférence. Et la deuxième conférence, c'est le DOLAP. Donc, il a été créé la même période. Et donc, je suis membre de son steering, de son comité de pilotage. Et donc, je suis parti sur academymicrosoft.com pour voir quels sont les top topics de ces deux conférences. Et donc là, j'ai tracé ce cloud de mots. Et donc là, les choses qui sortent, c'est scalabilité, performance, query processing. Donc, il y a toujours la performance. Ça, c'est vraiment la logique des bases de données. Donc, il faut chercher la performance de nos algorithmes. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que comment je peux intégrer cette dimension énergétique dans ce contexte-là. Et donc, l'idée, c'est comment passer d'une approche orientée par la performance vers une approche orientée vers l'énergie. Et donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que si je regarde, par exemple, l'efficacité énergétique, donc je pense qu'il faut qu'on ait les deux. Il faut qu'on arrive à avoir des solutions qui sont issues du hardware et des solutions qui sont issues du software. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on arrive à combiner ces deux solutions. Il faut qu'on arrive à combiner ces deux solutions. Une solution, c'est-à-dire il faut chercher c'est un peu comme dans les bâtiments. Il faut qu'on arrive à chercher le hardware qui consomme moins l'énergie. Et après, il faut qu'on associe ces hardware-là avec des logiciels ou des algorithmes qui consomment moins l'énergie. Et comment on peut faire ça? Donc là, la solution qu'on a proposée, c'est d'abord, il faut faire l'audit comme dans les bâtiments. Et lorsqu'on fait l'audit, après, on va faire deploy, c'est-à-dire on va déployer nos solutions. Et donc là, je vais vous expliquer cette approche-là. D'abord, pour faire l'audit, donc il faut que j'arrive à identifier quels sont les différents paramètres qui sont sensibles à l'énergie dans le query processeur de mon SGBD. Après, donc, il faut que je fasse un état de l'art qui va me permettre de comprendre quels sont les éléments qui vont impacter l'énergie. Après, je vais modéliser cette énergie-là et je vais donner des critères pour l'estimer. Et après, je vais déployer cette solution sur deux différents DBMS qui sont Postgres et MongoDB. Voilà, donc je vais commencer par cette présentation, cet agenda. D'abord, donc je vais vous montrer comment je vais auditer le query processing d'un système de gestion de base de données. Après, je fais un état de l'art. Après, je vais modéliser l'énergie. Après, je vais vous montrer des exemples de déploiement. Après, je conclurai. Voilà, donc ça c'est, si vous regardez par exemple le système de votre DBMS ou votre SGBD. Donc, si vous regardez votre SGBD, vous prenez l'élément le plus important qui est le query processeur de votre SGBD, c'est-à-dire le processeur de requête. Et donc là, vous voyez que le processeur de requête, c'est quoi? Ça ressemble un peu à un langage de programmation. C'est que vous faites votre requête en SQL via une application ou via un outil bien déterminé. Votre requête elle sera compilée. Après, elle sera analysée s'il n'y a pas de problème. Et après, votre requête, elle va être optimisée parce qu'il y a pas mal de plans d'optimisation. Il y a pas mal de plans pour votre requête. Après, on va chercher, une fois la requête optimisée, on va chercher les données pour répondre à votre requête. Et donc là, si je détaille le query processeur, c'est que vous avez des requêtes SQL. Donc ça passe vers un réseau si vous êtes en distribué, sinon en local. Et après, donc ça sera récupéré par votre query processeur qui va analyser cette enquête-là. Et en parallèle, vous avez votre query optimizer qui va optimiser le plan d'exécution. Et après, il va chercher la donnée, il va charger des pages. Et après, il va traiter page par page
où chaque page contient 10 tuples, et après, on a les résultats. Donc là, si je prends un exemple de requête pour instancier tout ça, un exemple de requête, là j'ai pris l'exemple de Star Schema Benchmark, et vous voyez que vous avez des requêtes hyper complexes, dans ce qu'on appelle des requêtes analytics, donc dans lesquelles il y a pas mal de jointures et pas mal d'agrégations. Et donc là, si vous voyez cette requête-là, donc on constate qu'il y a pas mal de jointures, il y a pas mal de sélections, il y a pas mal de gros by, il y a pas mal d'opérations de tri. Et donc l'idée, c'est comment optimiser cette requête-là. Et donc l'idée, toute la communauté d'entrepôts de données a travaillé sur ces problématiques-là, en proposant des techniques d'optimisation comme les vues matérialisées, les index et tout, pour le critère performance, mais pas pour le critère énergétique. Et après, quand vous faites cette requête-là, vous pouvez générer ce qu'on appelle son arbre algébrique, et vous pouvez avoir plusieurs arbres algébriques qui correspondent à cette requête. Pourquoi? Parce que vous avez pas mal de propriétés sur le langage ou l'algèbre relationnel, telles que la commutativité, l'associativité de la jointure, etc., etc. Donc, vous pouvez générer plusieurs plans. Ça, c'est ce qu'on mentionne, par exemple, en L3 aux étudiants, on leur demande par exemple, de générer des plans d'exécution. Après, à partir de ce plan d'exécution, on peut générer ce qu'on appelle le query plane, le plan d'exécution. Et le plan d'exécution, c'est quoi? C'est que pour chaque opération, on va donner l'algorithme de son implémentation. Et donc, par exemple, pour la sélection, je peux implémenter la sélection avec un full scan ou avec un index. La jointure, vous avez plusieurs techniques de jointure ou des algorithmes d'implémentation de jointure tels que le nested loop, le sort merge, le hash, etc., etc. Et le choix de ces algorithmes dépend de leur modèle de coût. Là, je vous donne un exemple. C'est-à-dire là, je prends le modèle précédent et après, donc là, je vais instancier chaque nœud. Et donc là, je vais dire comment je vais exécuter ou comment je vais implémenter chaque nœud. Et donc là, il y a plusieurs implémentations. Et le problème de trouver le meilleur plan d'exécution, c'est un problème un peu hard, c'est un problème difficile. Pourquoi? Parce que vous avez n factoriel, plus de n factoriel de plans possibles, tels que n sur le nombre de tables. Et donc les gens, la communauté, lorsqu'elle a travaillé sur ça, elle avait la vision traditionnelle qui est chercher à optimiser les requêtes, quelle que soit leur complexité. Donc c'est pour ça qu'on a proposé des vues matérialisées, des index de traitement parallèle, etc., etc. Et donc là, pour faire ça, donc pour choisir le meilleur plan d'exécution, on ne va pas exécuter chaque plan sur Oracle ou sur SQL Server après choisir le best one. On ne va pas faire ça. On va définir comme un peu un simulateur. On va définir un simulateur et donc on va définir un modèle de coût mathématique qui va nous donner une estimation de chaque opération. C'est-à-dire, quand vous faites votre requête elle est composée de plusieurs opérations, telles que la jointure, le tri ou la sélection. Et après, on va essayer d'estimer cette opération. Et comment on va estimer cette opération? Donc, il faut qu'on arrive à fixer les métriques. Est-ce qu'on va estimer le nombre d'entrées-sorties? Est-ce qu'on va estimer le CPU ou le network? C'est-à-dire, ça, c'est les composantes principales lorsqu'on fait des bases de données. Et après, vous êtes obligé d'avoir certains paramètres pour faire cette estimation. Par exemple, des paramètres qui viennent de la base de données, qui viennent de votre SGBD, la requête, la plateforme, le hardware utilisé. Et donc là, l'idée, c'est quoi? Donc, c'est vous collectez les paramètres que vous avez et après, vous avez votre fonction modèle de coût et en fonction de ces paramètres-là, elle va vous renvoyer un résultat. Et donc, par exemple, là, je vous donne un exemple pour comment estimer le coût, le nombre d'entrées-sorties de cette requête select étoile from T. Et donc là, si je suppose que ma table, elle est stockée sur mon disque, et donc là, vous avez la formule suivante pour faire cette requête-là. Ce que je vais charger, le nombre de pages que je vais charger pour exécuter cette requête-là, c'est le nombre d'instances de ma table multiplié par la longueur de chaque instance divisé par le block size. Et donc ça me donne une idée du nombre de pages que je vais charger en mémoire pour traiter ma requête. C'est ce qu'on appelle un modèle de coût pour ma requête donnée. D'accord? Donc, il y a pas mal de modèles de coût pour estimer la jointure, etc. Parce que moi, dans ma thèse, et même après ma thèse, quand j'ai encadré des étudiants, j'ai beaucoup travaillé sur les modèles de coût pour estimer les opérations de base de données. Très bien. Maintenant, si je prends l'architecture principale d'un query optimizer, donc c'est quoi? Donc, un query optimizer, je pense qu'on a fait l'audit, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il récupère une requête donnée, il va la parser. Après, il va vérifier est-ce qu'il n'y a pas de problème de grammaire, de problème de sémantique, etc., etc. Après, il va la réécrire en fonction des règles qu'il a
qu'il a sur la base de données. Après, il va générer un plan d'exécution. Il va gérer plusieurs plans d'exécution qui sont ici. Et après, à l'aide d'une stratégie de recherche et à l'aide d'un modèle de coût, il va choisir le best one. Et après, une fois le plan d'exécution choisi, il va exécuter les requêtes, il va chercher les instances ou les pages de la base de données pour exécuter cette requête. Ça, c'est un modèle de coût orienté performance. Et donc maintenant, comment on va le rendre orienté green? Donc là, pour le faire orienté green, d'abord, il faut qu'on arrive à comprendre c'est quoi l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Donc, vous avez des formules. Il y a deux choses à comprendre, le power et l'énergie. Et vous avez les formules qui sont devant vous. Et après, dans la littérature, lorsque vous lisez des articles, donc il y a des gens qui travaillent sur la baseline power. C'est lorsque la machine elle est stable, elle ne fait rien. Après, il y a des personnes qui considèrent la power active et le peak power, c'est-à-dire quand vous exécutez, ils cherchent le pic de consommation et le average power. Par exemple, nous, dans notre travail, on utilise le average power de nos requêtes. Après, donc, j'ai demandé à mes étudiants de faire un état de l'art pour comprendre quels sont comment dirais-je, les niveaux qui nous permettent d'optimiser cette requête, pour optimiser ou pour intégrer l'efficacité énergétique dans un query processeur. Donc là, remarquez qu'il y a deux catégories principales qu'on a divisées en deux, system level et environment level. Dans system level, on voit toute la partie hardware, la partie software, l'utilisation cloud. Et après, pour la partie hardware, donc il y a pas mal de travaux sur le power management, c'est-à-dire comment on va gérer la puissance énergétique lorsqu'on exécute des requêtes. Il y a certaines solutions qui vont utiliser ce qu'ils appellent le Dynamic Voltage and Frequency Scaling, c'est-à-dire ils vont changer le scale de votre I/O par exemple, lorsque votre SGBD est en train d'exécuter une requête, parce qu'il n'y aura pas de connexion avec le disque. Et après, pour le software, il y a pas mal de travaux qui sont en train de chercher comment modéliser les données qui vont vous servir à proposer des modèles ou des modèles plus pratiquement énergétiques, ou trouver les meilleurs algorithmes efficaces. Par exemple, là, ce que je montre aux étudiants, c'est que un algorithme efficace, c'est comme par exemple lorsque je vous demande de faire 2 fois 3, donc je peux la faire en 2 plus 2 plus 2. Et donc là, j'ai payé 2 additionnaires, ou je peux la faire en 3 plus 3. Et j'ai payé un seul additionnaire. Donc, j'ai juste permuté les boucles. Des fois, je gagne en termes d'énergie. D'accord? Donc, c'est va trouver les meilleurs algorithmes qui vous permettent de réduire votre énergie. Après, vous avez des choses qui sont liées à l'environnement, c'est-à-dire quelles sont les sources qui alimentent votre machine, ou quels sont les systèmes qui vont faire le cooling de votre pièce dans laquelle il y a vos machines. Et après, après vous avez ce qu'on appelle des user awareness. Est-ce que l'utilisateur il est conscient, il est sensible à l'énergie, par exemple, pour ne pas laisser des choses qui sont ouvertes ou des vidéos qui sont tout le temps en ligne, ou par exemple le choix de l'écran, le choix matériel, par exemple, mettre en veille l'écran lorsqu'il quitte son bureau, etc. Après, là, c'était un papier on attend l'acceptation finale. Après, j'ai demandé à un étudiant de me faire un roadmap de l'efficacité énergétique pour le query processing. Et donc, pourquoi j'ai fait ça? Surtout pour aider les jeunes étudiants à trouver un chemin pour qu'ils puissent choisir une thématique intéressante. Et donc là, par exemple, j'aimerais bien que s'il y a des thésards ici présents, de reproduire cette idée pour faire leur état de l'art. Et donc là, vous pouvez prendre n'importe quel point et après, vous pouvez naviguer et voir quels sont les différents travaux qui existent autour de ça. Ça ressemble un peu, c'est comme un peu à un knowledge graph, et vous pouvez parcourir ce knowledge graph pour récupérer l'information. Par exemple, si je pars par exemple de hardware-based solution, donc je peux regarder le storage management, les mémoires non volatiles, le processing device, GPU, CPU, je peux combiner les deux. Je peux regarder les papiers de vision qui vont permettre à des nouveaux étudiants
de lire les papiers pour comprendre un peu la tendance. Je peux avoir des solutions qui sont liées au software. Et donc là, je vois, par exemple, il y a pas mal de travaux sur la modélisation de l'énergie, les techniques utilisées, par exemple, pour gérer le buffer management, pour faire le traitement parallèle. Et après, il y a pas mal de travaux sur les méthodes de machine learning qui vous permettent de détecter ou collecter les valeurs de vos paramètres sensibles à l'énergie. Vraiment, ça, c'est ça. Voilà, donc vous pouvez regarder ça. Et après, je peux vous envoyer l'article qui résume tout ça pour comprendre un peu l'état de l'art. Après, donc on a ici de récupérer les paramètres qui sont sensibles à l'énergie. C'est-à-dire, à chaque fois que vous traitez une base de données, vous allez regarder quel est le type de base de données. Est-ce que j'ai le modèle relationnel? Est-ce que j'ai un modèle, par exemple, RDF, un modèle graph? Est-ce que j'ai le buffer? Quels sont les algorithmes de buffer? Le placement des pages? En termes de stockage, est-ce que j'ai une base de données raw store comme Postgres ou Oracle, ou j'ai une base de données column store comme MoneyDB? Quelles sont les techniques d'optimisation supportées, les vues matérialisées, les partitionnements, les index? Quelles sont les opérations de base, la jointure, la sélection? C'est-à-dire tout l'écosystème de votre base de données, il faut qu'on arrive à l'identifier. Par exemple, le hardware, est-ce que je suis sur un CPU, je suis sur SSD? Est-ce que je suis sur une machine centralisée, des machines parallèles? Tu vois, c'est un peu comme un building. Il faut que je connaisse pratiquement toutes les données de mon building pour que je puisse lui proposer une solution. Après, vous avez l'estimation. Comment on va faire l'estimation? On va pratiquement suivre la même logique des bases de données qui cherchent la performance. L'energy consumption, donc c'est CPU, I/O et network. Et après, il faut que je regarde quel est le coût de la jointure en termes énergétiques, quel est le coût de sorte énergétiquement. Et après, si vous regardez par exemple la littérature dans les bases de données, le CPU, il est toujours ignoré. Pourquoi? Parce qu'on suppose qu'on a des CPU très très rapides et donc on s'en fout. Donc les bases de données, souvent, ils cherchent à minimiser le I/O, pas le CPU. Par contre, lorsqu'on fait l'énergie, il faut que les deux éléments soient intégrés parce que le CPU, il consomme beaucoup par rapport au I/O. Et après, pour faire le modèle de coût, on peut imaginer un modèle de coût qui ressemble à ça. Ça, c'est le modèle de coût qui a été proposé par Xiu en 2013. C'est que là, il fabrique son arbre algébrique et après, pour chaque opération, il va cumuler l'énergie. Par exemple, pour charger Sale, il a besoin de 3 watts. Après, pour faire cette sélection, c'est 5 watts. Après, il cumule pour avoir l'énergie globale. Pourquoi? Parce que c'est un peu. Et donc là, regardez, donc là, l'énergie, elle est calculée par nœud. Et tel que chaque nœud, représente l'opération algébrique, telle que la jointure et la sélection. Très bien. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a proposé une approche gérée par machine learning, c'est-à-dire une approche qui est d'abord, j'audite, j'analyse, je build mon système et je valide mon système. Pourquoi on a fait ça? Parce que contrairement aux bases de données classiques qui sont orientées par la performance, dans l'énergie, on ne connaît pas les paramètres. On ne connaît pas les paramètres qui sont sensibles à l'énergie et surtout, on ne connaît pas leur valeur. Donc, c'est pour ça qu'on doit faire une modélisation et après, il faut qu'on arrive à estimer les paramètres de cette modélisation. Donc là, je vais vous montrer un exemple de Green System. Et donc, dans le Green System, qu'est-ce qu'on a fait? Puisqu'on est basé sur sur une solution basée sur machine learning, parce qu'on a une phase qui est offline, qui va traîner le système pour récupérer le modèle énergétique avec ses paramètres. Après, je vais prendre ce modèle qui est entraîné, je vais le mettre dans le système de gestion de base de données tel que Postgres et je vais changer le modèle de code de Postgres qui est actuellement un modèle de coût orienté performance, je vais mettre une couche de modèle de coût qui sera orienté énergie. Donc là, et après, je dois avoir un outil de visualisation qui me permet de surveiller la consommation énergétique. C'est un peu comme dans une maison. Donc, je regarde la consommation énergétique. Et donc, je peux visualiser ma consommation énergétique pour voir est-ce que je peux arrêter la machine à laver, etc. etc. C'est pratiquement la même logique. Donc, le premier exemple de déploiement, on a pris PostgreSQL. Pourquoi on a pris PostgreSQL? Parce que c'est un système qui est utilisé, il est connu par tout le monde, il est utilisé dans l'enseignement et dans la recherche, et donc il cherche des applications de type OLTP. Donc parmi l'audit de ce système, c'est un système qui est basé sur RawStore. C'est-à-dire l'instance, elle est stockée sur une seule page en ligne. C'est-à-dire toute la ligne, elle est stockée. Donc, il gère que les requêtes SQL. Et c'est un système qui a multi-cœur.
Et le niveau de modélisation, c'est un pipeline. Il ne travaille pas sur l'opération, mais il travaille sur les pipelines qui correspondent à chaque opération. Après, il a pas mal d'opérations et pas mal d'autres paramètres, tels que les index, les facteurs de sélectivité, les paramètres qu'on trouve dans les bases de données traditionnelles. Et donc, le coût énergétique, c'est quoi? C'est parce que je suis dans un système centralisé, c'est le CPU plus le IO. Et après, donc là, ça c'est un résultat que j'aimerais bien partager avec vous. C'est-à-dire que c'est pendant un an, on a galéré pour comprendre ce phénomène. Quand vous faites Postgres, lorsqu'il exécute les requêtes, ils sont. C'est pas comme tout à l'heure le modèle de XOO que j'ai présenté. Il va faire la première sélection, ensuite la jointure. Non, dans la vraie vie, il travaille en pipeline. Il charge. Pendant le chargement, il commence à faire la jointure. Après, une fois il fait la jointure, après il fait la deuxième jointure, après il affiche les résultats. Donc il travaille en pipeline. Et donc là, on a remarqué qu'à chaque fois on change de segment de pipeline, la consommation énergétique change. Donc c'est-à-dire il ne faut pas qu'on travaille au niveau Postgres sur l'opération, mais par contre il faut travailler sur le pipeline qui correspond à chaque opération. Ça, c'est un résultat très très important. Et après, on a fait un problème de machine learning qui pour estimer les paramètres de notre énergie. Donc, le power, c'est quoi? Une power d'une requête, c'est quoi? C'est la somme des powers des pipelines multipliée par le temps de chaque pipeline divisé par le temps global de ma requête. Et donc là, on a sorti un modèle pour le pipeline. Le modèle pour le pipeline, c'est quoi? C'est un coefficient qui concerne le CPU multiplié par ce facteur-là qui concerne le coût CPU que Postgres va vous fournir, plus le coût mémoire multiplié par ce paramètre masse de mémoire, et après le coût IO qui correspond à le coût read-write lorsque vous accédez à votre disque. Et donc là, c'est des paramètres, ces paramètres-là, ce sont des paramètres que vous pouvez récupérer à partir de Postgres, et après, vous êtes obligé de chercher les valeurs de ces paramètres-là pour estimer le coût de votre pipeline. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé des machine learning et donc après plusieurs expérimentations, on a identifié que la régression polynomiale multiple de degré 2 est la meilleure technique en termes de précision. Et donc là, on a trouvé le polynôme qui correspond à notre pipeline. Après, on a fait le deuxième choix. Deuxième choix, c'est MoneyDB. Contrairement à Postgres, MoneyDB, c'est column store. Et donc, automatiquement, chaque colonne, elle est stockée toute seule. Et après, automatiquement, il y a beaucoup de compression. MoneyDB, c'est un outil qui est utilisé souvent pour la partie analytique. Et donc, il supporte pas mal de langages de requêtes SQL et SparkQL. Et donc, il travaille sur multicœur. Mais par contre, en termes de modeling opération, ce n'est pas en pipeline, mais par contre, c'est en opération. Et en termes de coût, c'est pratiquement le même principe. On va utiliser la même formule que pour Postgres, parce qu'on est dans un système centralisé. Et donc là, on a suivi pratiquement le même process en termes de développement, à l'exception que le CPU de MoneyDB, on n'arrivait pas à le récupérer à partir de son fichier open source. Mais donc, on était obligé d'utiliser un autre accessoire externe pour récupérer le nombre d'instructions exécutées par un autre CPU. Par contre, les deux autres paramètres, ils sont captés à partir de MoneyDB. Et donc là, c'est pareil, on a fait la même démarche et on a utilisé des techniques de machine learning et on a identifié ce polynôme de degré 3 pour qu'il capte un peu l'accuracy, c'est-à-dire la qualité de notre solution. Et pourquoi degré 3? Parce que d'après l'analyse des solutions, le degré 3, je pense qu'il arrive à capter l'interaction entre les différents paramètres de notre système. Et après, donc maintenant, au laboratoire, j'ai deux systèmes, j'ai MoneyDB et Postgres. Et donc pour valider le système, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a pris ces modèles mathématiques qu'on a définis, on les a codés dans le noyau de Postgres et MoneyDB. Et après, avec un PowerMeter, donc on capte l'énergie réelle
et on calcule l'énergie à l'aide de nos modèles théoriques pour voir l'accuracy de notre modèle théorique. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous avez votre DBMS dans lequel il y a tous les algorithmes qu'on a définis, et après, on lance une requête et on regarde l'énergie. Donc là, en termes de résultats, donc là, il y a un résultat très, très intéressant. C'est un résultat qu'on va présenter la semaine prochaine à Big Data, E3E Big Data en Atlanta en virtuel. Et donc là, on voit clairement que MoneyDB, il est très intéressant en termes de query performance et en termes énergétiques. Pourquoi? Parce que MoneyDB, c'est un système qui favorise la compression de données et le fait que les colonnes sont stockées d'une manière individuelle. Donc, il y a une forte chance qu'on charge un nombre réduit d'informations. Et donc là, si par exemple je suis une entreprise, ce résultat, si je veux faire quelque chose de gris de ma boîte, je vais choisir mon DB d'une manière aveugle parce qu'il réduit l'énergie et il assure une performance intéressante pour mes requêtes. Deuxième, donc là, j'ai pris que mon IDB et donc là, j'ai demandé à mon étudiant de regarder un peu l'accuracy de nos modèles de coût pour voir quelle est l'erreur relative pour l'énergie réelle et l'énergie estimée. Et donc là, vraiment, on a un average très, très intéressant, sauf pour la requête Q4 qui, donc on a testé 100 gigas et 200 gigas de données. Pour la requête Q4, où il y a une erreur très, très importante, et on pense que cette erreur, elle est due à l'estimation de notre module externe de MoneyDB. Donc là, l'étudiant il est en train de tester un autre système pour voir d'où vient cette erreur. Mais grosso modo, on a pratiquement on a une erreur relative très intéressante. Très bien. Après, j'ai demandé à mes étudiants de me faire la même chose que dans les bâtiments, de me faire un outil. C'est-à-dire, j'aimerais bien avoir un outil pour accéder à tout ça. Et donc, l'outil qui est là, vous pouvez le regarder, c'est-à-dire, il vous permet de vous connecter à une base de données. Et après, vous pouvez choisir votre compromis. Est-ce que vous voulez avoir des requêtes green à 100% ou vous voulez avoir un compromis? Parce que derrière, on peut paramétrer ça. C'est-à-dire, tu peux avoir 50-50. Comme ça, tu ne vas pas pénaliser la performance. Donc, tu peux jouer avec ça. Et après, là, vous avez toutes les informations qui concernent les algorithmes que vous avez utilisés, le joint, toutes les choses qu'on a montrées tout à l'heure dans la partie audit, on les voit ici. Après, là, on se connecte au système. Et après, donc, je peux taper ma requête ici. Elle est là. Et après, quand je tape ma requête ici, donc je peux l'exécuter. Et quand je l'exécute, je peux regarder quel est son temps d'exécution et la consommation énergétique. Et comme ça, je peux, par exemple, calibrer ma requête. Et par exemple, je peux, par exemple, stopper une requête qui consomme beaucoup et exécuter une autre requête parce que j'ai un visuel qui me permet de faire ça. Et après, j'ai demandé à mon étudiant de me sortir le pipeline. Le pipeline, c'est-à-dire quand je lance une requête en Postgres, quels sont les différents pipelines de ma requête. Et donc là, vous pouvez voir cette présentation sur cette vidéo. Et sinon, si vous voulez enseigner Postgres Green, vous pouvez télécharger Postgres à partir de la forge du laboratoire. Et donc là, vous avez pratiquement tout le code de Postgres que vous pouvez utiliser pour vos enseignements. Très bien. Donc là j'arrive à la conclusion. Donc moi, je pense qu'on a pu, j'espère que je vous ai convaincu pour avoir une approche green pour votre recherche. Après, on a fait, donc je vais vous montrer comment on peut mener cette approche de green. C'est d'abord, il faut auditer. Donc nous, on a audité le query processing. Après, on a fait l'état de l'art pour comprendre un peu les paramètres. Après, on a modélisé l'énergie et les estimations. Après, on a montré des exemples de déploiement sur Postgres et MoneyDB. Et actuellement, on est en train de travailler sur un autre système qui s'appelle Hyrus, qui est un système en mémoire centrale. Et donc, actuellement, l'étudiant, il est en train de travailler pour intégrer d'autres paramètres tels que, par exemple, la température de la chambre dans laquelle il héberge le système, et en utilisant le deep learning. Et après, utiliser, par exemple, l'énergie dans les phases antérieures de
de la base de données telle que ETL et la conception logique, sachant que ETL, c'est un module qui consomme beaucoup de calcul parce qu'il nécessite beaucoup de traitement. Et après, regardez un peu quelle est la source, la source énergétique pour ma machine. Donc là, je vais remercier mes étudiants et mes collègues. Donc là, vous voyez, donc là, pratiquement, je suis très content. Pourquoi je présente ce travail quand je suis invité en Afrique? Parce que c'est un travail que j'ai commencé avec des Africains. Donc là, je l'ai commencé par Amin Rour, qui est d'origine algérienne. Donc, il a fini sa thèse. Selma Borar, il est d'Algérie. Hassan Boukharsa d'Algérie. Simo Pierre Dembélé, il est de Mali. Et qui est toujours en thèse. Issa Garbi, qui est d'origine tunisienne, qui sont toujours là, ils sont en train de rédiger. Et après, ça, c'est après les collègues du laboratoire, Michael Baron, Stéphane Jean, au laboratoire. Après, on avait pas mal de collaborations avec Nikos de Grèce, qui nous a beaucoup aidé sur l'interprétation des résultats, avec Taline, qui encadre avec moi Ishaq Garbi, et Carlos Ordonez, il est de Houston, avec qui on a fait pas mal de travaux sur voilà, toute la partie machine learning et deep learning. Voilà quelques articles sur ces travaux. Et voilà, donc je vous remercie. Donc je suis à 46K34. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Ok, merci beaucoup Ladiel pour cet exposé très enrichissant. Hein, et on a pas mal de questions là-dessus. Hein. Cela montre que les gens ont bien suivi et que c'est un travail vraiment porteur. Mais on va juste te laisser répondre à quelques questions. Peut-être pour les autres questions, on enverra un lien avec les questions si tu as le temps. Voilà, c'est ça. Donc, il y a d'abord Ghislain qui est revenu sur les slides 23 et puis 24. Ouais. Ouais, sur le slide 23, il demande est-ce que cette roadmap est accessible en ligne? Il y a une roadmap qui est présentée au niveau du slide 23. Il demande donc, je peux vous envoyer l'article qui contient cette roadmap, vous avez la présentation. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on a dit. C'est un dessin qu'on a fait. C'est un dessin que mon thésard a fait. Ok, parfait. Mais donc là, si vous... oui. On va le récupérer. Maintenant, il y a Mamadou So qui demande si, par exemple, tous les travaux que vous avez faits, est-ce que ça s'applique au cas où on a une base de données NoSQL? Bien sûr. Okay. Bien sûr, la démarche que j'ai présentée, oui. Tu sais, vous avez remarqué que c'est la démarche, je l'ai utilisée sur deux types de systèmes de gestion de base de données, oui. Parce que j'ai proposé une méthodologie. Et vous pouvez, par exemple, l'appliquer. Donc là, j'ai des travaux, j'ai mon thésard qui est en train de la faire sur Mean Memory Database. C'est-à-dire, la stratégie, elle est très claire. D'abord, tu dois auditer le système sur lequel tu travailles. Et quand tu vas faire l'audit, tu dois comprendre comment il travaille, comment il exécute les requêtes, quels sont tout l'écosystème de votre système. Après, il faut faire un état de l'art sur ce système-là. Après, il faut trouver comment vous allez modéliser l'énergie et après le tester sur un système NoSQL. C'est ça, je vends une démarche, je ne vends pas une... Après, moi, la démarche, je l'ai instanciée sur deux systèmes, mais après, vous pouvez l'instancier sur n'importe quel système. Ok. Donc, du coup, je vais passer sur une des questions, puisque Ghislain avait demandé si ça pouvait s'appliquer au niveau du cloud. Mais avec ta réponse là, on sait qu'au niveau du cloud aussi, c'est une démarche. Après, tu sais Ghislain, pour le cloud, il y a quelque chose d'intéressant que, par exemple, s'il y a des gens qui peuvent travailler sur ça, sur le cloud, je pense que la première chose à faire sur cette méthodologie, c'est appliquer la règle pollueur-payeur. C'est-à-dire, tu vas moduler ton système. Si le gars, il cherche la performance, tu lui dis d'accord, mais il paye plus cher. C'est-à-dire, tu peux avoir une politique de pricing qui est basée sur cette approche-là. Ok. C'est-à-dire, si le mec il veut de la performance, tu lui dis d'accord, mais tu payes plus cher. Si le mec, tu vois que ses requêtes sont green, il paye moins cher. Tu vois, ça, c'est l'approche la plus classique. Ah oui. Ouais, c'est vrai. Il y a Paulin qui demande si consommation d'énergie d'une requête est évaluée en isolant toutes les consommations hors requête en cours sur une machine. Très bonne question.
très bonne question. Tu sais, en ce moment, on est en train de faire ça. Tu sais, le problème lorsqu'on fait des expérimentations, Mhm. euh, le problème, c'est que on a d'autres process qui sont en marche. C'est-à-dire, Ouais, ouais. l'idée, c'est qu'il faut qu'on arrive à c'est ça, ça, c'est une question qui est très fortement liée à l'audit. Parce que Ouais. l'audit, tu dois dire que c'est-à-dire le SGBD ou ma machine, elle n'est pas juste pour les bases de données. Par exemple, c'est pour ça maintenant pour moi, pour tester, les étudiants, ils testent sur une machine dans laquelle il n'y a que le SGBD. Ils font rien. Il n'y a que le Oh, SGBD. Pour oh, localiser un peu Et donc, l'idée, c'est il faut trouver un système. C'est par exemple, si vous l'installez sur sur une machine opérationnelle, quand vous mhm. faites l'estimation, il faut trouver un delta. C'est-à-dire, dans les modèles de coût, il faut mettre minus quelque chose, qui minus alpha, tel que alpha, c'est le coût énergétique des autres applications, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ça me rappelle le calcul du W7 dans les systèmes temps réel. C'est ça, Comment c'est ça, il a estimé le coût d'exécution d'un processus? Il faut c'est ça, l'exécuter c'est sur la même chose. plusieurs fois, voilà, seul, et puis donner la moyenne. C'est Voilà. ça, c'est pratiquement c'est la même idée, quoi. Donc, tu arrives Oh, à localiser le système, oui. ok, ok. Il y a Norbert qui demande, pensez-vous que l'on peut arriver à la complexité énergétique des algorithmes? Euh, oui, c'est-à-dire, moi, je pense qu'il faut trouver des algorithmes. Tu vois, c'est un exemple que tu peux tester, Norbert, c'est que ça, ce que je fais, par exemple, en première année, quand j'enseigne, par exemple, la programmation, je leur demande d'inverser les boucles. C'est-à-dire, si tu as deux boucles imbriquées, euh, euh, pour i égale 1 to 1 milliard, pour i, j égale 1 to 100, et donc de faire quelque chose, et je leur demande d'exécuter les deux programmes en inversant les boucles. Et donc, si tu inverses les boucles, tu n'auras pas le même coût. Ok, ok. Tu n'auras pas le même D'accord. coût. Et donc, c'est pour ça qu'il faut trouver les algorithmes dans lesquels tu peux intégrer cette notion énergétique pour que les algorithmes soient moins coûteux. Un autre exemple, par exemple, pour les gens donc là, on est en train de préparer un papier pour Dolab, donc avec Issam. Donc, qu'est-ce qu'on a testé? Parce que dans les premiers travaux, on a utilisé les vues matérialisées pour optimiser les requêtes. Donc, les vues matérialisées, ça coûte parce que ça représente la résultat d'une requête. Et donc là, on est en train d'utiliser les bitmap join index, les jointures binaires. Et les jointures binaires, c'est que des 0 et des 1. Et donc là, on montre clairement qu'il y a une grosse réduction de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on ne charge pas beaucoup de choses en mémoire centrale. Tu vois, c'est-à-dire comment dirais-je, il faut enseigner, éduquer les étudiants, les élèves, nos enfants, etc., pour faire une programmation un peu intelligente qui réduit l'énergie, quoi. C'est ça le message que j'aimerais bien passer. Ok, ok. Bon, on va prendre une dernière question avant de laisser les gens poser leurs questions et on va t'envoyer ça, si on peut Très répondre. bien. Voilà. Pauline qui a demandé que, puisque dans le modèle de coût que tu as donné, c'est des modèles linéaires, des régressions linéaires que tu as utilisées, il demande si envisager utiliser un modèle Bien de sûr. régression non linéaire. Voilà, ça, c'est Ouais. ce que je suis en train de faire avec, quand j'ai dit, il faut qu'on intègre d'autres paramètres et trouver d'autres algorithmes. Donc, tu sais, je vais te répondre, Paulin, d'une manière très honnête. C'est-à-dire, lorsqu'on a commencé à travailler sur ce projet, sur ce sujet, c'est un sujet d'actualité, et donc on arrive à publier même avec des résultats, avec des algorithmes très basiques en termes de machine learning. Et donc maintenant, on commence à avoir une expertise. Et donc là, on est en train de monter en compétences pour traiter d'autres types d'algorithmes. Donc c'est pour ça, par exemple, cette année, j'ai pris 2 thésards sur cette thématique, où ils vont traiter des algorithmes plus tordus, quoi. Ok, D'accord? ok. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, la dièle. Très bien. Hein? Merci beaucoup. Voilà, Merci à vous. je rappelle que c'est, voilà, la dièle, c'est un expert en B2, il dirige l'équipe sciences de données au niveau de l'IAS. Et j'ai eu le plaisir de faire ma thèse au niveau du même labo, mais j'ai travaillé sur la thématique des ordonnancements temps réel. Et c'est avec la Très dièle bien. que j'ai connu les ontologies et je suis dans le domaine actuellement. Voilà. Merci Très beaucoup, bien. la dièle, pour Très bien, voilà, très cet bien. Et apport. donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, s'il y a des choses qu'on peut faire ensemble, voilà, des projets, des trucs comme ça,
vraiment, je suis très, comment dirais-je, très demandeur et voilà, j'aimerais bien, si je peux aider, je suis là pour vous aider.